je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Et ensemble, nous allons aujourd'hui encore vivre ou revivre les temps forts de l'actualité du bassin méditerranéen. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter en Égypte, où le maréchal Sissi ne cache plus ses ambitions. En quelques mois, il s'est imposé comme l'homme fort du pays. Il devrait se présenter à l'élection présidentielle. On fera également une escale à Malte pour découvrir Mdina. Cette ville aux multiples influences est au cœur de la Méditerranée. Ses trésors architecturaux racontent cette histoire. Enfin, beaucoup d'émotions et un exploit français à Sotchi. Celui d'un Catalan, Martin Fourcade, a décroché l'or. Nous irons au lycée de Font-Romeu où il a étudié pour saluer ses victoires. Mais avant cela, une belle histoire. C'est même l'histoire de la semaine. À Gaza, l'un des territoires les plus pauvres du monde, un pêcheur a découvert une statue antique d'Apollon, un bronze d'une valeur inestimable qui suscite, vous allez voir, de nombreuses convoitises. Le port altier du dieu grec Apollon n'a presque pas souffert des 2000 ans qu'il a passé enfoui. 500 kilos de bronze déposés sur ce matelas de fortune, un trésor remarquablement préservé, retrouvé par ce pêcheur sur une plage de Gaza. Il a fallu qu'on s'y mette à 5 pour le sortir du sable et qu'on le transporte sur une charrette. Quand je suis arrivé chez ma mère, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette vieillerie ?» Une vieillerie estimée à 250 millions d'euros tout de même. Une découverte majeure selon cet archéologue. C'est comme si quelqu'un vous demandait le prix de la Joconde au Louvre. Cela n'a pas de prix. C'est une pièce tout simplement unique. Une sculpture très vite saisie par le Hamas au pouvoir à Gaza. Considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne, le mouvement islamiste y voit l'occasion rêvée de nouer des contacts avec certains grands musées comme le Louvre à Paris. Un casse-tête diplomatique en perspective pour les experts du monde entier qui espèrent un jour se pencher sur cet antique trésor. C'est un autre casse-tête diplomatique qui se joue à Genève, où les négociations sur la Syrie sont bel et bien en train de s'enliser. Les pourparlers de paix entre le gouvernement syrien et l'opposition n'avancent pas et les tractations ne devraient pas aboutir avant la semaine prochaine. Pendant ce temps, les bombes continuent de pleuvoir. L'armée de Bachar al-Assad largue par hélicoptère des centaines de barils d'explosifs sur les quartiers rebelles. Un régime qui peut compter sur le soutien d'une partie de la population et notamment des chrétiens. Ils représentent 10% des Syriens et ils se sont rangés du côté de Bachar al-Assad. À Saïdnaïa, par exemple, au lieu du christianisme, ils sont prêts à tout pour défendre leur ville. Reportage Franck Genozo, Stéphane Guillaume. Rocailleuse et escarpée, la vallée des chrétiens accueillait avant la guerre près de 2 millions de pèlerins chaque année. Désormais, l'accès au sommet du spectaculaire mont des Chérubins à 2000 mètres d'altitude ne se fait plus qu'entouré d'hommes armés, des miliciens chrétiens pour l'essentiel. Les rebelles ont tenté de rentrer dans ce couvent pour nous agresser. Dans la vallée, ils ont détruit nos églises, brisé les statues de la Vierge et ont menacé de nous obliger à quitter la Syrie. Car depuis maintenant 6 mois, la vallée est le théâtre de combats violents, comme ceux que nous avions filmés dans la ville de Maaloula en septembre. Les trésors de cette cité où l'on parle encore l'araméen, la langue du Christ, avaient alors souffert des tirs croisés entre l'armée et les rebelles islamistes qui tiennent toujours la ville. Alors, après avoir longtemps évité de prendre parti dans ce conflit, les chrétiens ont finalement, en majorité, décidé de se battre aux côtés des soldats de Bachar el-Assad. Il y a encore quelques mois, ces hommes étaient pour certains vendeurs de voitures, restaurateurs ou encore avocats. S'ils ont pris les armes, disent-ils, c'est pour soulager l'armée syrienne et assurer la protection de Saïdnaïa, ville sacrée pour les chrétiens d'Orient. Avec sa quarantaine d'églises et de couvents, la ville est un haut lieu du christianisme. On la surnomme le Vatican syrien. Chaque accès en a été barricadé et équipé de caméras de vidéosurveillance. Les miliciens ont reçu des armes de la part du régime. Parfait pour certains leur formation militaire en Russie et désormais patrouillent 24 heures sur 24 sur les chemins qui mènent à la ville. Nos ennemis sont juste de l'autre côté de la vallée. Ils font des incursions, multiplient les enlèvements, alors on les attend et quand on peut, on les abat. De quoi, disent-ils, éviter aux habitants d'avoir à fuir Saïdnaïa. Je suis musulman et avec l'aide de Dieu, je vis avec les chrétiens. On vit en harmonie. On ne peut pas abandonner cette ville. C'est notre cité et nous devons la défendre. Si on laisse Saïdnaïa, on sera obligé de quitter la Syrie.
Un ralliement de circonstances à Bachar el-Assad dont on ne trouve d'ailleurs aucun portrait en ville. Mais devant l'influence grandissante des islamistes radicaux au sein de la rébellion, les chrétiens affirment n'avoir plus d'autre choix, eux qui représentent toujours un habitant sur 10 en Syrie. Et on reste en Syrie pour évoquer la situation des journalistes, des reporters qui risquent leur vie pour nous informer. 4 de nos confrères, Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, que l'on voit sur ces images, sont portés disparus depuis maintenant 8 mois. Des semaines d'angoisse pour leurs proches qui lancent un appel de détresse, des témoignages émouvants, le récit de Stéphane Hilario. C'est le combat d'un père rongé par l'inquiétude. Inlassablement, Pierre-Yves Hénin fouille les sites internet syriens et les réseaux sociaux à la recherche du moindre indice qui pourrait le mettre sur la piste de son fils. Une attente insupportable qui dure depuis 8 mois maintenant. Ce qui est difficile, c'est d'abord de penser à lui. À comment il vit un peu chaque instant, chaque acte de la vie qui est facile pour nous, on n'y pense pas, mais qui pour eux doit se présenter dans des conditions très différentes, et puis aussi du souci qui peut se faire pour ses proches, pour ses enfants, pour sa femme. De longues semaines sans lui parler, sauf à travers des messages diffusés sur les ondes syriennes, avec l'espoir que son fils l'entende. Bon, c'est très important pour lui d'avoir des nouvelles de ses plus proches, et puis des messages d'encouragement aussi. Quel type de nouvelles, par exemple ? Par exemple, avec son petit garçon d'1 an commence à marcher. Même angoisse, on l'imagine, pour les parents de Pierre Torres, enlevés avec Nicolas Hénin dans la ville de Raqqa, quelques jours après Didier François et Édouard Elias, enlevés eux à Alep. Les dernières nouvelles des 4 journalistes datent de début janvier. Ils étaient a priori en bonne santé, mais depuis, plus rien. Ce qui me blesse le plus, c'est de ne pouvoir rien faire pour l'aider. C'est l'impuissance où je suis qui est pour moi la plus grande souffrance. Si je pouvais, en risquant ma vie, les faire sortir, je l'aurais déjà fait. Selon Human Rights Watch, les 4 Français seraient aux mains de l'État islamique en Irak et au Levant, le principal groupe djihadiste très impopulaire au sein de la population syrienne car essentiellement composé d'étrangers. Des otages qui, selon certaines sources, leur serviraient de bouclier humain en cas d'attaque occidentale. Il y aurait aujourd'hui plus d'une vingtaine de journalistes étrangers retenus en Syrie. On quitte la Syrie pour l'Égypte. Le maréchal Abdel Fattah el-Sisi n'a pas encore annoncé officiellement son intention de se présenter à l'élection présidentielle, mais cela ne saurait tarder. Le président russe Vladimir Poutine vient d'ailleurs de lui apporter son soutien lors d'une rencontre à Moscou cette semaine, de quoi donner encore plus de légitimité au nouvel homme fort du pays. Le point avec nos confrères d'Euronews. Il est sans conteste devenu l'homme fort de l'Égypte, l'homme providentiel qui, aux yeux d'une partie de la population égyptienne, est le seul à pouvoir rétablir l'ordre 3 ans après la révolution qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir. Et c'est là toute l'ambiguïté de la situation. Car s'il y a 3 ans, les Égyptiens voulaient en finir avec l'ère des militaires, aujourd'hui, ils plébiscitent leur retour, lassés des violences à répétition. Al-Sisi a manœuvré finement. En août 2012, lorsque Mohamed Morsi le nomme à la tête des armées et du ministère de la Défense, tout porte à croire que ce musulman pieux et loyal va faire bon ménage avec le premier président élu, également premier civil à ce poste. Mais Morsi s'aliène rapidement l'opinion publique. Moins d'1 an après son élection, des millions d'Égyptiens réclament sa démission. S'appuyant sur leur colère, Al-Sisi le destitue et reprend les rênes en réfutant toute ambition personnelle. Je tiens à vous dire que l'honneur de protéger la volonté du peuple a plus de valeur pour nous et pour moi personnellement que l'honneur de diriger l'Égypte. Je le jure devant Dieu. Se soumettre à la volonté du peuple, tel est son adage qui a fait de lui un héros. Sous sa houlette, Morsi a été arrêté et encourt la peine de mort. Les Frères musulmans, mouvement du président déchu, a été décrété organisation terroriste. Mais le calme n'est pas revenu. Les pro-Morsi continuent de défier l'armée et la répression est brutale. Plus de 1000 personnes ont été tuées depuis cet été, au nom de la volonté du peuple qui veut le retour au calme. On sait peu de choses au fond de ce personnage énigmatique qui cultive le mystère. Il parle peu, contrôle sa communication. Le référendum mi-janvier sur la nouvelle constitution concoctée sous ses auspices a pris des allures de plébiscite. C'est le signal que Sisi attendait et ce, même si moins de 39% des Égyptiens ont voté.
Pour ses partisans, le désormais maréchal, plus haut grade de l'armée, est déjà un mythe. Avant même de l'avoir élu à la fonction suprême, il lui prête la capacité de rendre à l'Égypte sa grandeur perdue, un rêve qui risque de se heurter à la réalité d'un pays divisé et meurtri. En Italie, le nouvel homme fort du pays s'appelle Matteo Renzi. L'actuel maire de Florence pourrait prendre la tête de la coalition gauche-droite après la démission vendredi d'Enrico Letta. Le chef du gouvernement italien a été poussé vers la sortie par son propre parti. Le reste de l'actualité à présent dans le bassin méditerranéen nous est raconté par Stéphane Hilarion cette semaine. Et on débute par le crash d'un avion militaire en Algérie. Des conditions météo exécrables, sans doute à l'origine du crash d'un avion militaire mardi dans l'est de l'Algérie. L'appareil, un Hercule C-130, effectuait la liaison entre Tamanrasset et Constantine. Un seul des 78 passagers et membres d'équipage a survécu au crash. La boîte noire contenant les conversations des pilotes a été retrouvée en bon état. Elle devrait fournir des informations capitales pour l'enquête. Mercredi, le président algérien a décrété un deuil national de 3 jours. Une semaine marquée par l'entrée en vigueur en Tunisie de la nouvelle constitution adoptée le 26 janvier dernier, 3 ans après la chute de Ben Ali. Une constitution porteuse d'avancées inédites dans le monde arabe telles que la liberté de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes avec pour objectif la parité dans les futures instances élues, mais aussi l'interdiction de la torture ou l'indépendance de la justice. Des élections générales doivent maintenant être organisées avant la fin de l'année. Enfin mardi, les négociations, suspendues depuis 2 ans, ont repris entre les dirigeants chypriotes grecs et chypriotes turcs en vue d'une réunification de l'île. Ils se sont retrouvés à Nicosie sous l'égide de l'ONU et ont affirmé leur volonté de parvenir à un règlement rapide de la situation. Un changement de ton des deux côtés dû en grande partie à la récente découverte de gisements gaziers au large de l'île. Des ressources énergétiques bienvenues pour Chypre touchée de plein fouet par la crise. Je vous emmène à présent faire un voyage hors du temps, sur l'île de Malte, plus précisément à Mdina, un nom qui vient de l'arabe car vous allez voir que l'histoire architecturale de cette ville est intimement liée à celle de ses invasions. C'est donc dans le silence de ses églises et de ses palais que ces influences se découvrent aujourd'hui encore. La ville est perchée sur la plus haute des collines, en plein cœur de Malte. Mdina, la citadelle, est l'ancienne capitale de l'île. Les premières fortifications datent des Phéniciens. De ce promontoire, les habitants pouvaient repérer et surveiller d'éventuels envahisseurs. Et il y en a eu. Les petits Maltais l'apprennent à l'école. Les Arabes, les Romains, les Espagnols, les Français et puis les Anglais ont convoité ce territoire. Ce qui explique la formidable diversité dans l'architecture visible à chaque coin de rue. Regardez, ce palais sicilien date du XIIe siècle. À quelques mètres, un bâtiment baroque du XVIIIe. Et puis plus loin, cette maison de style néo-gothique anglais du XIXe. Des influences différentes, mais avec harmonie. Le fait que c'est la même pierre qui est utilisée, la pierre calcaire globigérine, ça donne une unité dans cette ville. Il n'y a pas que la beauté de la pierre qui frappe le visiteur. Il y a aussi ces ruelles étroites et tortueuses. Construite pour dissuader les envahisseurs, mais aussi pour apporter de l'ombre et de la fraîcheur sous le soleil de Méditerranée. Il n'y a que 270 habitants dans la cité, et parmi eux des artisans qui travaillent ici depuis plusieurs générations. Horace Farrugia restaure de magnifiques miroirs et des statues en or à la manière de ses ancêtres. Avant, on travaillait exclusivement pour l'Église et les nobles. Aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Mdina est la magnifique cathédrale Saint-Paul, du nom de l'apôtre qui a vécu ici à la suite d'un naufrage en 60 après Jésus-Christ. Mdina, un nom qui vient de l'arabe, on l'appelle aussi la cité du silence. Ce silence que les 5 frères du monastère de Carme cultivent au quotidien. Mais pour vivre heureux, les riches familles préfèrent rester cachées. Mis à part celles que l'on a transformées en hôtels de luxe ou en musées, les demeures ne livrent pas leurs secrets facilement. Le maire de la ville a accepté de nous ouvrir les portes de son palais familial.
Beaucoup de maisons à Mdina ont été transformées. Il est difficile de les dater avec précision. Combien de mètres carrés ici? Je vous avoue que je n'ai jamais calculé. Mais il doit y avoir environ 40 pièces. 6 générations de l'une des grandes lignées de la noblesse maltaise ont vécu ici. Un palais, comme la plupart des autres, doté d'une richesse artistique exceptionnelle et d'une valeur inestimable. Et on continue notre voyage en Méditerranée, et même dans le temps. Au début de ce magazine, nous vous avons parlé d'un bronze antique découvert à Gaza. Dans le sujet qui va suivre, vous allez pouvoir vivre l'extraordinaire épopée de l'obélisque qui trône place de la Concorde. Il aura fallu 7 ans pour le ramener de Luxor, une prouesse pour l'époque, 12 500 km entre la France et l'Égypte, retracé dans une exposition au musée de la Marine à Paris. C'est le plus vieux monument de Paris. Il a plus de 3000 ans. Sculpté à l'époque de Ramsès II, l'obélisque de Luxor est posé place de la Concorde, dans l'axe des Champs-Élysées, depuis 1836. Transporter un bloc de granit de 230 tonnes sans le briser de l'Égypte jusqu'en France, cette aventure extraordinaire a commencé ici, sur les rives du Nil, et elle a duré 7 ans. Il y a 3300 ans, voilà à quoi ressemblait l'obélisque et son frère jumeau devant le temple de Luxor. En 1829, au milieu des ruines, les 2 monuments sont toujours debout. Le vice-roi d'Égypte, Mehemet Ali, les offre à la France. Il faut 2 ans de préparatifs avant de déplacer l'obélisque. Les Français inventent ce système inédit de levage avec cordes et poulies, mais il y a un problème. On leur dit qu'ils pourront trouver de la main-d'œuvre, mais rien d'un point de vue matériel. Pas de bois, pas de fer, pas d'outillage. Donc ils emportent tout ça. Tout doucement, le bloc de pierre est placé à l'horizontale et posé sur des rondins de bois. Il faut plusieurs semaines pour parcourir 400 mètres seulement jusqu'au bateau qui le rapportera en France. Un navire conçu pour l'occasion. Il doit avoir le fond plat pour porter l'obélisque. Il doit avoir des mâts démontables parce qu'il va naviguer sur la Seine, donc passer sous les ponts. Il doit pouvoir quand même tenir la mer. Le bateau quitte l'Égypte pour un voyage de 2 ans. Première escale, Toulon. Mais pas question de débarquer l'obélisque qui pourrait se casser. Alors le navire vogue jusqu'au Havre, puis remonte la Seine. Aujourd'hui, le monument trône au centre de la place de la Concorde. Un lieu symbolique de la Révolution française. C'était assez joué d'avance que ce serait à la Concorde. Ça permettait aussi d'effacer le souvenir de la guillotine révolutionnaire. Là où Louis XVI a été décapité, le roi Louis-Philippe veut rassembler les Français. 200 000 Parisiens assistent à l'érection de l'obélisque le 25 octobre 1836. Pendant 7 ans, ils ont suivi dans la presse cette aventure exceptionnelle. Pas question de rater le triomphe national. La réussite de la technologie française, premier pays à aller chercher un monolithe de 230 tonnes et le réédifier sans le briser sur un autre continent. Une réussite à quel prix? 1 million de francs de l'époque. Un voyage si cher, si compliqué, que le 2e obélisque n'a jamais quitté l'Égypte. Et sachez qu'un documentaire passionnant consacré à ce voyage de l'obélisque sera diffusé le 16 mars prochain sur France 5. C'est un autre pont entre 2 cultures que je vous propose de découvrir. Un pont musical cette fois-ci. Un récital construit comme un dialogue entre Orient et Occident. Une conversation entre les membres du chœur corse Aviletta et la chanteuse libanaise Fadiatom El Hadj. Un moment de pure émotion et de fusion. Nous avons assisté aux répétitions avant leur départ en tournée. C'est au cœur de la Balagne qu'Avillette prépare son prochain concert parisien. Derniers ajustements avec la chanteuse libanaise Fadiatom El Hadj. Le premier, tu le fais toute seule. Le deuxième, Stéphane. Le troisième, je le fais moi.
Ces chants réunis sous le titre Conversation, ils les connaissent déjà très bien, les ont interprétés 70 fois ensemble pour le spectacle Puzzle. C'est le chorégraphe flamand Sidi Larbi Cherkaoui qui a rassemblé ces artistes. Les morceaux ont été choisis avec lui dans le répertoire d'Avilette ou la liturgie maronite. Ensuite, on a essayé de voir quelles étaient les choses qui permettaient aussi les entrées des uns et des autres dans le répertoire de l'autre. On avait besoin de fondre les voix. Larbi, ce qu'il voulait, c'est non pas la musique de Fadia Davidette, mais une musique nouvelle. Les points de rencontre entre la tradition corse et moyenne-orientale sont nombreux. Placement des voix, ornementation des phrases musicales. 4 jours de travail seulement ont suffi pour réarranger les morceaux et parvenir à cette fusion. Sur les chants en corse, moi j'avais le mode en tête et j'essayais d'improviser dessus. Mais même sur mes chants à moi, qui ne viennent pas de sa tradition et qui ont beaucoup de quarts de ton dedans, il a su tout de suite s'intégrer. Le timbre de Fadia Tombelladj, l'absence de vibrato dans sa voix ont aussi permis de l'intégrer parfaitement à ce cœur d'homme. On n'a vraiment pas le sentiment d'une chose ajoutée en quelque sorte. Hein. Et là, ça, pour le coup, ça fonctionne moi très, non très plus, bien. je n'ai pas ce sentiment. Je suis dans 7e voix, 7e art. C'est ça. La tournée de Puzzle est pour l'heure en suspens, mais eux ont tout de même souhaité poursuivre leur conversation avant de retrouver un jour les danseurs. D'un Français à Sotchi, non pas avec une, mais 2 médailles d'or. Celle de Martin Fourcade, sacré champion olympique de la poursuite en biathlon et du 20 km individuel cette semaine. Il devient ainsi le premier Français depuis 1968 à remporter 2 titres lors des mêmes Jeux olympiques d'hiver. La dernière fois, c'était Jean-Claude Killy, triple médaillé d'or. Il ne manquait plus que la plus belle des médailles aux jeunes catalans. Il a été doublement récompensé et avec lui, c'est tout un département qui exulte. Car il aura fallu attendre 50 ans pour qu'un athlète des Pyrénées-Orientales décroche l'or olympique. Une prouesse qui ravit tous ses fans, notamment du côté du lycée climatique de Font-Romeu. C'est là qu'il a passé une partie de sa scolarité. On lutte, on résiste un petit peu, d'accord ? On n'est pas dans des jeux vidéo et dans nos canapés, on est sur des skis. 5 demi-journées par semaine, ces élèves du lycée climatique s'entraînent sur les pistes de Font-Romeu. Ils ont choisi la section ski par passion et doivent apprendre à pratiquer leur sport avec sérieux en respectant les consignes et gare à ceux qui désobéissent. Si jamais c'est le cas, tu sais ce qui t'attend. Tu remontes à pied. C'est pas sympa, mais il n'y a que ça qui marche. L'emploi du temps de ces enfants est très chargé, car après l'entraînement, il faut encore retourner en classe. Un rythme intense que les enseignants tentent d'alléger de leur mieux. Heureusement, on arrive quand même à rester dans le ludique et dans le plaisir avant tout, parce que la carrière d'un skieur, elle est quand même longue. Là, c'est quand même des enfants qui commencent, donc on les prend à 11 ans, on les suit jusqu'à 17 ans, mais il faut quand même qu'il y ait le côté plaisir, sans ça, ça ne pourrait pas marcher. Si le pôle ski existe depuis plus de 30 ans au lycée, en revanche, le haut niveau d'enseignement vient à peine d'être reconnu par la Fédération française. Une consécration qui augmente encore le prestige de l'établissement. On a obtenu cette reconnaissance depuis maintenant 1 an et demi, avec ce haut niveau qui est arrivé sur Font-Romeu, et qui est le seul pôle haut niveau des Pyrénées, donc qui draine tous les élèves, tous les jeunes des Pyrénées. En fait, tout a commencé en 1967. Dans ce site grandiose des Pyrénées-Orientales, à plus de 2000 mètres d'altitude au-dessus de Font-Romeu, voici, surgissant des bois où ils sont allés se détendre comme chaque matin, quelques-uns des athlètes français et étrangers qui suivent le stage pré-olympique. Nous sommes à la veille des Jeux Olympiques de Mexico. L'État a décidé de créer un centre d'entraînement en altitude pour préparer les athlètes et d'y associer un établissement scolaire. Le lycée climatique est né. Depuis lors, bon nombre de champions sont passés sur les bancs de cette école.
Lorsqu'il y a des réussites, comme on a pu voir quelques champions réussir brillamment au niveau mondial, c'est pour nous une fierté de dire ce jeune est passé par chez nous. Les derniers en date, ce sont les frères Fourcade. Ces pointures en biathlon participent aux Jeux d'hiver de Sotchi. Leur carrière fait rêver bon nombre d'élèves. Pour autant, ceux qui ont choisi la même discipline que ces champions n'ont pas le sentiment de grandir dans leur ombre. Justement, ils nous tirent plutôt vers le haut, ils nous mettent à la lumière plutôt. On a de la chance de les avoir, sinon on serait... Enfin, ça nous fait des avantages, on parle de nous parce que justement ils sont là. Donc c'est une chance plutôt. Aujourd'hui, l'établissement de Font-Romeu accueille quelques 800 élèves en collège, lycée et section pro. La grande majorité d'entre eux est issue des Pyrénées-Orientales. On quitte les montagnes des Pyrénées-Orientales pour une balade dans le massif de la Sainte-Victoire en Provence. Un point de vue exceptionnel entre mer et montagne, rendu célèbre par Paul Cézanne, qui a su capturer toute la palette de ses couleurs. Et vous allez voir que ce sont les amoureux de ce site magique qui en parlent le mieux. Reportage Émilie Refait, Guillaume Beaufils. C'est un massif surgi au milieu de la vallée. 18 km de calcaire. Pour s'y promener, pas de route, marche obligatoire. Surtout de la rocaille, peu de végétation. Mathias Magny l'escalade tous les jours depuis 15 ans. En haut, à plus de 1000 mètres d'altitude, un panorama exceptionnel, avec au sud, tout au fond, Marseille et la mer. Au nord, les Alpilles enneigées. On a un côté nord qui est plutôt doux, qui est plutôt boisé, plutôt féminin je dirais, et puis un aspect très abrupt et très minéral côté sud. C'est une montagne qui bouge en permanence, c'est un lieu qui est jamais le même. Paul Cézanne l'avait bien compris. La montagne Sainte-Victoire capte la lumière et sa couleur change toutes les heures. Pour peindre la montagne, il s'installait ici, dans un petit cabanon qu'il a loué pendant les 10 dernières années de sa vie. C'est ici, à l'intérieur de ce bastidon, qu'il laissait son matériel de peintre, ses tubes, ses palettes, ses chevalets. Et vous pouvez imaginer qu'il posait son chevalet ici pour peindre son motif de prédilection. On est dans des couleurs complémentaires. On a les rouges des rochers, on a le bleu et le vert des arbres. Et c'est effectivement par ces vibrations de couleurs que Cézanne cherche à rendre la perspective. La montagne Sainte-Victoire, un paradis pour les randonneurs. Ils sont 1 million chaque année à arpenter ces 250 km de sentiers. On la voit tous les jours de chez nous, on habite à Aix. Et c'est un plaisir de la regarder. Et tous les jours, elle change de couleur. On est fan. Moi, je suis fan de ses plis, sous le soleil, sous la pluie, le brouillard. Enfin, tous les jours, elle est belle, elle est différente. Près du sommet, un prieuré construit au XVIIe siècle. Entièrement détruit pendant la Révolution, il a été restauré dans les années 50. Aujourd'hui, c'est un refuge pour les amoureux de la montagne. Les moines ont construit ça, ou tout au moins l'abbé Aubert a construit ça au XVIIe siècle. C'était l'époque où Louis XIV construisait son château à Versailles et la folie des grandeurs est venue jusqu'ici. La folie des grandeurs, qui a poussé les moines au XVIIe siècle à défier la montagne, en perçant la roche à la baramine, pour créer cette trouée, seule porte d'entrée du soleil, sur ce lieu de recueillement et de paix. Une belle idée de balade pour ceux qui sont déjà en vacances. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Au revoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour en Méditerranée.